Les 3 prochains mois vont bouleverser le marché des crypto-monnaies et très peu de personnes comprennent réellement ce qui est en train d'arriver. En effet, le Bitcoin pourrait d'abord connaître un dernier mouvement baissier très précis avant de prendre tout le monde par surprise en atteignant un nouvel ATH d'ici septembre 2025. Mais surtout, le Bitcoin est-il en train de se détacher complètement des marchés traditionnels? Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler exactement à quoi s'attendre, quel niveau surveiller et pourquoi les 90 prochains jours pourraient être déterminants pour le marché des crypto-monnaies. Bon retour sur ma chaîne où je vous apprends comment construire une fortune grâce à la crypto-monnaie. Si le sujet de la vidéo d'aujourd'hui vous plaît, n'hésitez pas à la liker pour soutenir mon travail et à vous abonner. On se dirige vers les 50 000 reach sur la chaîne, alors un grand merci à vous pour tout votre soutien. On se retrouve devant le sommaire de la vidéo. Dans la première partie, nous allons voir pourquoi je pense qu'un dernier mouvement baissier arrive sur le Bitcoin avant qu'il fournisse un nouveau ATH. Et enfin, nous verrons pourquoi les 90 prochains jours vont être déterminants. Alors, on va passer directement devant mon graphique et on se retrouve devant le graphique du Bitcoin en unité de temps daily. C'est-à-dire que un chandelier japonais ici représente l'évolution du prix du Bitcoin sur une journée. Alors, je vous rassure tout de suite, pour celles et ceux qui ont du mal avec les analyses techniques, je vais vous simplifier au maximum cette analyse. Donc, on est sur le site de TradingView et le premier indicateur qu'on va utiliser, c'est tout simplement pour vous illustrer très rapidement ce qu'on appelle les fair value gap. Et c'est l'indicateur qui a ici 10 600, celui qui s'appelle FVG Nephew Sam. Il va permettre de mettre en lumière très simplement les fair value gap qui sont présents sur le Bitcoin. Alors c'est quoi un fair value gap? Je vous ai mis ici la définition donnée par ChatGPT. Un fair value gap, c'est une zone où le prix d'un actif a bougé très rapidement dans une direction, laissant un vide entre deux bougies ou chandeliers japonais. Concrètement, quand le marché monte ou descend vite, il crée une zone où très peu d'ordres ont été exécutés. Le prix a ensuite tendance à revenir combler cette zone pour remplir ce manque d'échange. Ainsi, le fair value gap est souvent utilisé pour anticiper des retournements ou des points d'entrée. Si le prix revient dans ce gap, on s'attend à ce qu'il réagisse en repartant ensuite dans le sens initial du mouvement. En résumé, c'est comme une zone de déséquilibre que le marché va chercher à combler avant de poursuivre son mouvement initial. C'est donc très important de comprendre la signification d'un fair value gap sur un graphique. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une zone de déséquilibre que le marché va chercher à combler avant de poursuivre son mouvement initial. Et donc quand on revient sur le graphique, on voit que le Bitcoin, depuis la fin du mois de janvier 2025, a créé des fair value gap baissiers. Ils sont illustrés ici en rouge. Donc si on zoome sur ce fair value gap, on se rend compte ici qu'il y a eu un fort mouvement baissier et qu'il y a un vide entre le bas de cette bougie et le haut de cette bougie. C'est ce qu'on appelle un fair value gap, une zone de déséquilibre. Et dans une tendance baissière forte, les fair value gap baissiers sont respectés et que c'est exactement la même chose pour une tendance haussière forte. Les fair value gap haussiers sont respectés. Ça veut dire que tant que le Bitcoin ne réussira pas à monter plus haut que ces fair value gap baissiers, on va s'attendre à ce qu'il continue à descendre. Donc ici, le Bitcoin crée un fair value gap baissier, on continue à descendre. Le marché rebondit pour tenter de revenir chercher le fair value gap. Donc on remarque que sur ce mouvement baissier, le Bitcoin a créé deux fair value gap baissiers. Donc celui-ci, il était vraiment très fin. On remarque que le prix a été rejeté au niveau de ce fair value gap et le Bitcoin a continué à descendre. Ensuite, on a un nouveau fair value gap baissier. Donc ici, on voit bien fort mouvement baissier entre cette mèche ici et la mèche haute ici, on voit bien qu'il y a un trou de liquidité, donc une zone de déséquilibre. Le Bitcoin continue à descendre et après ce rebond haussier, on voit que le Bitcoin revient chercher le fair value gap, n'arrive pas à aller plus haut et donc on continue toujours sur ce mouvement baissier. Donc en comprenant finalement la signification d'un fair value gap, on a beaucoup plus d'informations sur l'intention du prix. Donc le Bitcoin ici continue à descendre, création d'un nouveau fair value gap, il continue à descendre, il revient chercher une fois de plus son fair value gap et le prix est encore rejeté sur ce fair value gap baissier. On continue à descendre, on crée un nouveau fair value gap. Et pourquoi je pense que le Bitcoin va continuer à diminuer? Tout simplement parce qu'il a été rejeté une fois de plus ici sur ce fair value gap baissier. Alors quelle est finalement la prochaine target baissière du Bitcoin avant qu'on ait potentiellement un retournement? Pour répondre à cette question, on va dézoomer et je vais vous parler d'un autre concept qui est finalement le concept fondamental pour comprendre comment évolue un marché. On dit souvent qu'un marché se déplace pour deux actions bien précises. Premièrement, soit pour offrir
une fair value, c'est-à-dire une valeur juste, en venant combler les déséquilibres de prix. Donc ici, on voit bien qu'on est en tendance baissière, c'est-à-dire qu'on fait des plus bas qui sont toujours de plus en plus bas et des plus hauts qui sont toujours de plus en plus bas. C'est très simple à voir. Point haut, point bas, point haut, point bas, point haut, point bas, point haut, point bas. Et là, pour le moment, on est en train de créer une période de range. Et ce qu'on peut voir sur cette tendance baissière, c'est que sur ces mouvements baissiers, je vais prendre ici le rectangle pour vous illustrer tout ça, on voit que sur les forts mouvements baissiers, le marché crée des zones de déséquilibre, des fair value gap, que le marché revient combler avant de continuer à baisser. Les rectangles jaunes ici, c'est pour illustrer les fair value gap. Donc ça, c'est la première action que fait un marché, c'est aller chercher ces zones de déséquilibre, offrir une fair value. C'est pour ça qu'on appelle des fair value gap. Et la deuxième action que fait un marché, c'est d'aller chercher des liquidités, c'est-à-dire aller chercher les ordres placés par les investisseurs, généralement à des niveaux clés. Et ces niveaux clés, ce sont les points bas et les points hauts qu'on peut retrouver dans les différentes tendances baissières et haussières. D'ailleurs, si cette vidéo atteint les 3000 likes, je vous ferai une édition spéciale sur mon plan pour la suite de cette année 2025. Alors si ce sujet de vidéo vous intéresse, explosez-moi la barre des likes, mais rich. Donc si on prend comme exemple cette tendance baissière, une fois que le marché est venu créer cette zone de fair value, la prochaine étape est d'aller chercher les liquidités. Et les liquidités, elles sont où? Ici, elles sont positionnées sur ce point bas qui a été à l'origine du rebond qui nous a emmené sur la fair value. Et donc le marché vient chercher ici cette zone de liquidité et accélère à la baisse. Ce qu'on appelle finalement les zones de liquidité, c'est les stop loss des investisseurs. Je ne vais pas aller plus en détail sur ces concepts. Si c'est des concepts qui vous intéressent, je pourrais en faire des vidéos, donc dites-le moi dans les commentaires et ce sera avec grand plaisir. Si on en revient à notre tendance baissière qui est ici, on remarque que à chaque fois qu'on respecte un fair value gap, on revient chercher une zone de liquidité, c'est-à-dire le dernier point bas le plus récent. Donc ici, la zone de fair value gap a été respectée, on est venu chercher ce plus bas là, d'accord? Si on continue dans ce raisonnement, le marché ici consolide, accélère à la baisse et vient chercher le plus bas qui est ici. Par la même occasion, il vient rechercher ce point bas qui n'avait pas été travaillé. Ici, on a un nouveau point bas et ce qui est à l'origine de ce mouvement baissier, c'est le fair value gap qui a été respecté ici. Si on veut même aller plus loin, on remarque qu'avant chaque grand mouvement baissier, on a eu une chasse de liquidité au nord. Ici, on a eu une chasse de liquidité, donc plus haute que ce plus haut ici. On repart à la baisse avec un fort mouvement baissier et on crée une zone de fair value gap. Sur ce mouvement haussier, on vient combler ce fair value gap, on est rejeté, le prix est rejeté, on repart à la baisse. Dans cette zone ici de consolidation, on voit que le dernier plus haut qui est à l'origine de cette baisse, il est ici. Est-ce qu'il est venu chasser des liquidités? La réponse, c'est oui. Il est venu chasser tous les plus hauts qui étaient ici. Et donc il est venu chercher toute la liquidité nécessaire pour repartir sur ce mouvement baissier. Et quand on dézoome finalement, on remarque que le prix est venu chercher une zone bien précise. C'était un fair value gap haussier qui n'avait plus été travaillé depuis le 10 novembre 2024. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le marché ne bouge pas aléatoirement. Il vient chercher des zones bien précises qui sont des zones de déséquilibre de prix pour ensuite aller chercher les prochaines zones de liquidité. Donc le marché ici est venu combler ce fair value gap. Donc on peut aller dans les paramètres, cliquer ici pour que ce soit plus visible et on voit bien que le marché est bel et bien venu chercher cette zone de fair value gap. On a eu un joli rebond haussier. Ce qu'il faut savoir, c'est que les mèches suffisent pour valider qu'on est venu chercher une zone de fair value gap. Ici sur cet indicateur, on peut effectivement mettre si c'est la fermeture d'une bougie qui nous intéresse ou si c'est justement les mèches avec les plus hauts et les plus bas. Si je clique ici, vous allez voir que il va me rester uniquement les fair value gap qui n'ont pas été cherchés par le prix. Alors ici, il y a un bug puisque effectivement, le Bitcoin est déjà venu combler ce fair value gap. Mais si on s'intéresse maintenant aux fair value gap qui n'ont pas encore été comblés, la prochaine grande zone d'intérêt, elle est ici en vert, c'est très reconnaissable. C'est le fair value gap qui est compris entre les 70 537 $ précisément et les 74 450 $. Ça veut dire pour moi que si ici, le Bitcoin continue à respecter ces
ces fair value gap baissiers, le prochain mouvement logique du marché, c'est de venir combler ce fair value gap. Et je vais être encore plus précis sur ce niveau, je vais vous donner un peu plus de détails sur les niveaux clés qu'on peut identifier grâce au fair value gap. Ce qu'on peut remarquer ici, c'était qu'on était dans la zone de consolidation lors du mois de mars 2024 au mois de novembre 2024. Et on remarque que ce fair value gap a englobé ce sommet ici. Et ça veut dire finalement que la zone d'intérêt, elle va être précisément entre ce plus haut et le plus bas du fair value gap. C'est-à-dire que c'est dans cette zone précisément, donc c'est un peu plus raffiné, hein, étant donné qu'il y avait déjà une belle zone de fair value gap, mais c'est vraiment dans cette zone que je m'attends à voir le Bitcoin trouver du coup son bottom avant d'aller chercher son nouveau ATH. Alors cette zone, je ne la sors pas du tout de mon chapeau, cela fait référence également à un concept d'analyse technique qu'on va retrouver à chaque fois que le Bitcoin a continué finalement son mouvement haussier. Donc ici, on est venu chercher sur le plus bas cette zone qui était un fair value gap et donc on voit bien que le Bitcoin n'a pas clôturé plus bas que cette zone-là. Ok, donc on avait une accélération haussière. Le premier fair value gap qui vient ici englober ce sommet est devenu le support que le Bitcoin a choisi pour continuer son mouvement haussier. Et c'était également la même chose lors de cette zone de consolidation. On peut remarquer ici que le haut de cette zone de consolidation, on avait un fair value gap ici. Et on remarque que c'est bel et bien ici que le Bitcoin a également trouvé un support avant de continuer sur son mouvement haussier. Donc, si le Bitcoin continue à respecter ses fair value gap haussiers, ici c'est notre dernière ligne de défense avant qu'on puisse vraiment dire qu'on rentre en période de bear market. Pour le moment, le Bitcoin est toujours sur sa structure haussière, il est toujours en train de créer finalement cette zone de fair value en venant combler ces zones de déséquilibre. Je m'attends donc à voir le Bitcoin venir combler cette zone avant de repartir sur son prochain mouvement haussier qui nous emmènera sur son nouveau ATH. Maintenant, pourquoi je pense que le Bitcoin a une bonne probabilité de faire un nouveau plus haut historique sur cette année 2025 et pourquoi finalement ce marché des crypto-monnaies va continuer à s'apprécier. J'en ai déjà parlé plus d'une fois dans mes vidéos, mais il faut comprendre que le Bitcoin suit la liquidité dans les marchés. Si vous n'avez toujours pas de plan bien défini pour la suite de cette année 2025 concernant le marché des crypto-monnaies, je vous invite à cliquer sur le premier lien en barre de description. Vous aurez effectivement l'opportunité de réserver un appel avec moi-même ou un membre de mon équipe où nous ferons le point sur votre situation, vos objectifs et les blocages que vous rencontrez. Ces sessions d'échange sont limitées, premier arrivé, premier servi, le lien est en barre de description. Donc ici on est devant le graphique du Bitcoin qui représente son évolution depuis l'année 2014 à aujourd'hui en 2025. Si on rajoute ici la masse monétaire M2, donc on parle ici de la masse monétaire globale qui représente le top 21 de la liquidité en circulation des banques centrales. Donc ici en blanc, on a le Bitcoin et ici on a la masse monétaire globale qui représente le top 21 des banques centrales dans le monde. Ce qu'on peut remarquer très facilement, c'est que lorsque cette masse monétaire M2, donc lorsque l'argent en circulation est en train de diminuer, on voit que le Bitcoin est également en train de diminuer. Quand la masse monétaire M2 est en train de s'apprécier, le Bitcoin, lui, s'apprécie également fortement. Ici aussi pareil, la masse monétaire M2 est en train de diminuer, le Bitcoin, lui, est également en train de diminuer. On continue sur une expansion de la masse monétaire M2, le Bitcoin continue sur son expansion. Ici, on a un ralentissement, elle diminue, le Bitcoin crash et on repart, le Bitcoin est en train de repartir. L'argument majeur ici, c'est que cette masse monétaire M2 est sur un nouveau plus haut historique. Et le Bitcoin, ici, a effectivement suivi cette chute de masse monétaire M2, mais avec du retard. C'est pour ça qu'on peut estimer que le Bitcoin, lors des 90 prochains jours, on va le voir juste après en termes de corrélation avec cette masse monétaire M2, a une grande probabilité de continuer à s'apprécier et d'aller chercher un nouveau plus haut historique également. Et c'est encore plus frappant quand on rajoute ce graphique. Donc je vais enlever la masse monétaire M2 et on va laisser place au growth rate. Quand on est en bleu ici, ça veut dire qu'on a une expansion de la liquidité dans les marchés. Et lorsqu'on est en rouge ici, c'est qu'on a une contraction de liquidité dans les marchés. Et c'est lorsqu'on est en période de contraction de liquidité que le Bitcoin a tendance à trouver son plus bas lors d'un bear market. Il a trouvé son plus bas ici. Il a trouvé également son plus bas ici lorsqu'on était dans le rouge. Il a également trouvé son plus bas lors du dernier bear market lorsqu'on était dans cette zone de contraction en rouge. Et cette corrélation, elle est encore plus frappante avec ce graphique que je vous ai trouvé sur l'une des vidéos de Bravos Research. Je vous mettrai d'ailleurs le lien en barre de description, où on a finalement l'évolution de la capitalisation du marché des crypto-monnaies comparé au growth rate année après année de la masse monétaire M2 globale. Et on remarque que les périodes
où ce growth rate est dans le rouge, ce sont les périodes où la capitalisation du marché des crypto-monnaies est en train de chuter. A contrario, lorsqu'on est ici en bleu, c'est les périodes ici en vert où cette capitalisation du marché des crypto-monnaies a tendance à accélérer à la hausse. Et cela prouve finalement que cette liquidité globale affecte effectivement ce marché des crypto-monnaies. Alors, je vous l'ai montré, il existe un retard entre l'expansion de la masse monétaire M2 et l'évolution du prix du Bitcoin. Donc, on parle de à peu près combien de jours? Et ça, c'est un graphique que je vous ai déjà présenté finalement sur la chaîne. En orange, ici, on a l'évolution du prix du Bitcoin en journalier et en jaune, ici, on a l'évolution de la masse monétaire M2. On peut remarquer qu'on est finalement dans le timing où cette masse monétaire M2 avait fait un rebond haussier, avait diminué pour trouver son bottom avant de faire un nouveau plus haut historique. Donc, on est dans la phase finalement où on a eu un rebond haussier sur le Bitcoin avant qu'il continue à diminuer et on n'a pas encore trouvé ce bottom sur le Bitcoin. On a d'ailleurs l'information ici qu'il existe un retard, un lag entre le Bitcoin et cette masse monétaire M2 d'à peu près 108 jours. C'est pour ça que les 90 prochains jours vont être déterminants, c'est-à-dire le deuxième trimestre de cette année 2025 va nous donner des réponses pour le Bitcoin et le marché des crypto-monnaies. Est-ce que malgré cette guerre tarifaire de Donald Trump et cette situation macroéconomique qui est alarmante, avec cette peur de récession qui arrive et qu'on est déjà en train de pricer finalement sur le marché boursier américain et globalement sur tous les marchés, est-ce qu'on va avoir ce rebond puissant du Bitcoin dans les 90 prochains jours? Et je dirais même à peu près dans les 110 prochains jours. Si c'est le cas, on devrait connaître une reprise haussière très forte du Bitcoin et du marché des crypto-monnaies pour le mois de mai. La question qui se pose maintenant, c'est jusqu'à quand cette masse monétaire M2 a le plus de probabilité de continuer à monter? Pour avoir une idée d'à peu près quand ce cycle va se terminer. Je tiens à rappeler à celles et ceux qui ne font toujours pas partie de mon canal Telegram, le lien pour le rejoindre est en barre de description et c'est gratuit. Nous avons un premier élément de réponse avec l'analyse de la Global Liquidity Cycle. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on est effectivement en expansion sur ce cycle global de liquidité, mais ce qu'on veut savoir, c'est à quel moment finalement on a le plus de probabilité de trouver un top. On est généralement sur une moyenne de 33 mois entre un point bas et un point haut. Ce point bas, on l'a atteint lors du mois de décembre 2022. Donc si on prend 33 mois supplémentaires, on devrait atteindre un top de marché en septembre 2025 sur cette liquidité globale. C'est pourquoi avec tout ce potentiel haussier d'un point de vue liquidité cycle, business cycle, je m'attends à voir un nouveau plus haut historique pour le Bitcoin d'ici le mois de septembre 2025. Et cela fait sens avec une métrique qui est vraiment très puissante, c'est finalement le coût moyen que coûte la production d'un Bitcoin. En effet, lorsqu'on s'intéresse à cette métrique, on a beaucoup plus de recul pour savoir où on en est dans notre cycle en cours. Est-ce qu'il reste finalement un potentiel haussier ou est-ce que c'est finito pour tout le monde? Donc ici en jaune, on a l'évolution du prix du Bitcoin face au dollar et ici en bleu, on a le coût de production moyen un Bitcoin. Et ce qu'on remarque, c'est que les derniers tops qui ont signé la fin d'un cycle ont été réalisés lorsqu'il y a eu une décorrélation importante entre le prix du Bitcoin et ce qu'il a coûté réellement à produire. On voit bien ici cette décorrélation frappante, donc lors du cycle de 2017-2018 et également lors du cycle de 2020-2021. On a bel et bien cette décorrélation entre ce que coûte réellement à la production un Bitcoin et son coût d'échange. Lorsqu'on s'intéresse à notre cycle en cours, on voit qu'on a eu une petite décorrélation en mars 2024 qui avait d'ailleurs fourni un top de marché. Ensuite ici, en avril, on a eu l'halving du Bitcoin, donc la difficulté de minage a doublé. Donc on est passé d'un coût de production moyen d'à peu près 40 000 $ à un coût de production moyen à peu près 80 000 $. Ça a doublé. Et ce qu'il faut également remarquer, c'est que le Bitcoin a tendance à trouver un bottom, un plus bas de marché, lorsque la décorrélation à la baisse devient également importante entre ce que coûte un Bitcoin à produire et son prix d'échange. Donc il est rare de voir une énorme décorrélation à la baisse entre ce que coûte un Bitcoin à produire et son prix d'échange. Quand on regarde aujourd'hui ce que coûte à produire un Bitcoin, on est
en moyenne à 85 633 $, et le Bitcoin est en train de s'échanger à 82 728 $. Et cette courbe d'ailleurs est très intéressante également, puisque c'est le ratio, donc c'est une moyenne mobile sur les 30 derniers jours, sur ce fameux ratio, sur cette fameuse corrélation entre le prix d'un Bitcoin et son prix de production moyen. Et donc finalement, plus on est décorrélé, plus on se rapproche d'un top de marché, et plus on est corrélé face au prix de production, plus on est sur un plus bas de marché. C'est pourquoi aujourd'hui je pense que le Bitcoin a encore un grand potentiel haussier pour cette année 2025, que ce soit d'un point de vue business cycle ou que ce soit également d'un point de vue fondamental. On n'a pas eu cette période d'euphorie réellement sur notre cycle pour le moment, sur le Bitcoin, mais également sur ce marché des crypto-monnaies. Donc si je viens à résumer sur le graphique du Bitcoin, je m'attends à ce que le Bitcoin vienne chercher donc au moins les 74 000 $, donc pour poser un bottom de marché, avant de repartir à la hausse sur cette année 2025, donc venir poser son plus bas de l'année 2025 vers les 74 000 $, avant d'aller chercher un nouveau record de prix d'ici le mois de septembre 2025. Le niveau d'invalidation de ce scénario, il est simple. Si le Bitcoin perd ce niveau, c'est-à-dire si le Bitcoin s'échange en dessous des 70 000 $, si on a une clôture mensuelle en dessous des 70 000 $, pour moi, ce plan sera totalement invalidé et on sera effectivement rentré en bear market. Maintenant, on a pu observer que depuis le Liberation Day, depuis que Donald Trump a annoncé cette guerre tarifaire avec quasiment tous les pays du monde, le Bitcoin est en train de se décorréler des marchés à risque qui sont plus capitalisés que lui, c'est-à-dire notamment du S&P 500 et du Nasdaq. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que le Bitcoin, du coup, va chuter dans la semaine qui arrive ou est-ce qu'il va continuer à garder cette force par rapport au S&P 500 et au Nasdaq? Vous connaissez mon scénario sur du court terme. Ce que le graphique me montre, c'est qu'on a une plus grande probabilité de continuer à baisser sur du court terme avant de rebondir, mais pas nécessairement de chuter de la même manière que le S&P 500 et le Nasdaq. Et ici, on a d'ailleurs une analyse qui nous montre que le Bitcoin ici en orange et le Nasdaq en bleu. On observe que depuis l'année 2022, le Bitcoin a déjà fait plusieurs fois un plus bas avant le Nasdaq. C'est arrivé 6 fois et cela prouve finalement que le Bitcoin ne va pas nécessairement chuter à la hauteur du S&P 500 et du Nasdaq puisqu'il a déjà subi une belle correction. Et c'est un phénomène intéressant puisque si le S&P 500 et le Nasdaq rebondissent fortement, cela veut dire que le marché des crypto-monnaies va également rebondir beaucoup plus fort que ces derniers puisque en ce moment le Bitcoin sur du court terme on parle est plus fort que le S&P 500 et le Nasdaq. Donc voilà pour les informations que je voulais vous transmettre. Je tenais sincèrement à vous remercier pour tous les messages que vous m'avez envoyés de félicitations concernant la naissance de mon fils. Je tiens à vous dire que ça s'est très bien passé, que la maman va bien et que c'est que du bonheur maintenant depuis 2 semaines. J'avais besoin de prendre une pause après l'accouchement pour me donner à 100% pour ma nouvelle famille, mais je suis content d'avoir réussi à m'organiser pour vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je peux donc vous dire à la semaine prochaine et d'ici là, restez rich!